Vous avez vu la somme qui s'est inscrite sur votre écran et vous comprenez évidemment les raisons de cet appel pressant. Nous avons besoin de 400 personnes qui fassent un don de 100 € à TV Liberté. Et après réduction fiscale, dans la réalité, le vrai chiffre, c'est 34 €. Cette demande, elle est urgente. Aidez-nous, aidez-nous, maintenant. De tout cœur, un grand merci. Dimanche, une organisation musulmane a organisé une opération de communication dans une piscine publique en revêtant des maillots de bain dits burkini, un micro-événement qui soulève une nouvelle fois la polémique autour du communautarisme islamique. Le Haut Conseil pour le climat remet en cause l'action politique d'Emmanuel Macron. Après les grandes promesses électorales, le bilan présidentiel s'avère bien pauvre. Des circuits humanitaires au relent de business touristique, c'est le volontourisme, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui pousse le cynisme à son paroxysme. Madame, Monsieur, bonsoir. Le maillot de bain de la discorde, alors que certaines exhibent leur décolleté sur les réseaux sociaux, d'autres se baignent en burkini. C'est à Grenoble que la polémique sur ce maillot de bain a fait son grand retour, avec toujours en toile de fond des revendications communautaristes. Grenoble, dans l'Isère, dimanche 23 juin, dans une piscine municipale de la ville, un groupuscule communautariste répondant au nom de l'Action locale des femmes musulmanes a organisé une petite mobilisation visant à s'attaquer à l'interdiction de porter des maillots de bain couvrants dits burkini. Verbalisés à la sortie de l'établissement par la police avec une amende de 30 €, les agitatrices ont réussi leur coup, faire du bruit. L'organisation à l'origine de l'action est une branche de l'association grenobloise Alliance Citoyenne, la déclinaison française du Community Organizing, une école américaine qui, selon le journal Libération, est proche du mouvement des droits civiques et de Barack Obama. À Grenoble, l'organisation fédérerait 8 groupes différents et revendiquerait un bon millier d'adhérents. Leur but affiché, regrouper et former ceux qui veulent changer des situations anormales ou injustes, comprendre, faire un peu de social, de santé, d'éducation et faire passer plus ou moins insidieusement un message communautariste. Les méthodes de communication sont bien huilées, on ne fait de mal à personne, on nous empêche d'emmener nos enfants à la piscine, un schéma classique de victimisation. C'est un maillot de bain, comme les autres mettent leur maillot de bain, nous on met un maillot de bain mais c'est couvrant. L'année dernière j'ai ramené mon fils, il pleurait pour venir à la piscine avec ses copains. J'ai dit, moi je suis là, je peux rentrer, on ne m'a pas laissé rentrer. À ces témoignages visant à faire pleurer dans les chaumières s'ajoute un discours mesuré qui passe sans peine devant le grand public. Et là, exit la barbe ou le djellaba, des individus, tout ce qu'il y a de plus normal, défendent un discours qui paraît somme toute assez cohérent. Le but en fait c'est de faire évoluer le règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble pour que les femmes puissent se baigner dans le maillot de bain qui leur convient. Une revendication en apparence tout à fait légitime et pour cause, rien n'interdit a priori d'être couvert pour se baigner. Il paraît ainsi délicat d'interdire le fameux burkini et d'autoriser d'autres personnes à se baigner en combinaison et bonnet de bain. De la même manière que pour le voile islamique, qui ne porte finalement pas plus de problèmes qu'une capuche ou qu'un couvre-chef, le burkini est difficilement attaquable sur le terrain du droit. La polémique a en tout cas fait son chemin et a suscité de vives réactions chez les Républicains ou au Rassemblement national, formation politique qui y voit une forme de revendication islamiste. De même, le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, s'est inquiétée d'une revendication communautaire. Cette dernière dénonce un message politique qui est, selon elle, « couvrez-vous » et qui, visiblement, ne lui plaît guère. Elle invite d'ailleurs le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle, à intervenir pour défendre les droits des femmes et les dites valeurs de la République. Problème terrible pour les féministes, qu'est-ce qui relève vraiment du droit des femmes ? Finalement, mettre le maillot de bain qu'elles désirent, qu'il s'agisse d'un bikini ou d'un burkini, ne serait-il pas des droits équivalents ? Et c'est là toute la difficulté pour les progressistes qui n'entendent pas stigmatiser une partie de la population, qui constitue par ailleurs un réservoir possible de voix, tout en défendant les acquis de la sacro-sainte libération sexuelle. Un véritable casse-tête alors que les réseaux sociaux ont vu se développer le hashtag « Je kiffe mon décolleté » qui pourrait finalement se décliner assez aisément en « Je kiffe ma burqa ».
Force est de constater que le « en même temps » macronien va avoir du mal à passer pour ce type de phénomène. En effet, difficile d'avoir la burqa et en même temps la mini-jupe dans de nombreux territoires. La question du communautarisme islamique, déjà bien présente avec notamment un rapport démontrant l'infiltration islamiste dans les services publics rendu par 2 députés LR et LREM en début de semaine, revient donc avec le burkini. Comme il y a 2 ans, la suite du processus est connue. Mise en cause d'une religion, vexation d'une communauté avec des sorties plus ou moins bien senties de personnalités politiques avides de voix et contre-offensive des champions du communautarisme. Et comme souvent dans ces débats passionnés, peu de place pour la sérénité et surtout omission d'évoquer la cause première du phénomène, l'immigration massive que connaît la France depuis plusieurs décennies. Emmanuel Macron parle beaucoup mais ne fait pas grand-chose. C'est un peu le constat de la Haute Autorité pour le climat et pour cause. Après 2 ans de présidence, son bilan en matière d'écologie s'avère bien famélique. I can assure you, France will not give up the fight. I reaffirm clearly that the Paris Agreement remains irreversible and will be implemented, not just by France, but by all the other nations. Make our planet great again. Juin 2017, le président de la République faisait sa fameuse sortie sur le climat. Saint-Jean, le président américain, est promettant une petite révolution environnementale. 2 ans plus tard, son bilan le rattrape déjà. Le Haut Conseil pour le climat, le HCC, créé par lui en novembre 2018, a rendu son premier rapport mardi au Premier ministre Édouard Philippe, dans lequel est évoqué des objectifs ambitieux mais des actions insuffisantes et des dispositifs trop faibles en comparaison aux objectifs fixés. Le HCC, composé de 11 experts, évidemment nommés et pas élus, se montre néanmoins prudent et salue notamment la décision gouvernementale d'inscrire dans la loi un objectif de neutralité carbone pour 2050. Mais pour cette instance consultative indépendante, dont l'indépendance reste à prouver, difficile de faire l'éloge du bilan d'En Marche et du président en matière d'écologie. L'instance estime même que, tant que l'action en réponse au changement climatique restera à la périphérie des politiques publiques, le pays n'aura aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pourtant, lors de son grand oral, après son grand débat, Emmanuel Macron rappelait l'importance qu'il dit attachée à la cause climatique. La première de ces transitions, la plus urgente, la plus impérieuse, c'est évidemment le climat. Le climat doit être au cœur du projet national et européen. L'état d'urgence climatique, il est là. Notre jeunesse nous le dit à chaque instant. Grand débat, grand oral, mais petite réforme. Emmanuel Macron et l'écologie, c'est un peu l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Le rapport du HCC préconise par ailleurs de reprendre et faire évoluer la taxe carbone, une taxe qui avait largement contribué au développement des Gilets jaunes, un véritable casse-tête pour le président. Mais derrière ce rapport peu flatteur pour Emmanuel Macron, par une institution qu'il a lui-même créée, difficile de ne pas voir une nouvelle manœuvre politique. En effet, les légères remontrances des experts nommés par décret restent mesurées et on imagine mal le HCC et ses 2 millions d'euros de budget annuel s'opposer frontalement à son créateur. Pour le président, ces critiques permettent aussi d'anticiper celles d'autres experts ou de la gauche écologiste. Le Haut Conseil pour le climat joue ainsi le rôle d'opposant docile et choisi pour un président qui ne devrait pas vraiment se soucier d'écologie dans les 3 années à venir. L'humanitaire, nouveau business lucratif appelé volontourisme, le phénomène des voyages organisés dans les pays les plus pauvres rapporte souvent plus de bénéfices aux agences de voyage qu'aux nécessiteux. Une nouvelle démonstration de cynisme, Victoire Galland. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nouvelle démonstration actuelle, le volontourisme. Présenté comme une forme de tourisme humanitaire qui permet à des individus soucieux de s'engager dans une cause, de découvrir de nouvelles cultures et de s'impliquer dans des communautés locales dans une démarche de développement, le volontourisme a en effet son lot de travers. Si les intentions de départ paraissent louables, dans les faits, les dérives sont nombreuses et certaines agences à but lucratif n'hésitent pas à exploiter le fil dans une logique principalement commerciale, parfois au détriment des populations locales. En effet, le volontourisme transforme la misère présente dans certains pays situés majoritairement au Cambodge, en Afrique et en Asie du Sud-Est en une véritable attraction en faisant payer des sommes exorbitantes à de jeunes occidentaux souvent peu, voire pas qualifiés, pour réaliser les missions. Des missions qui au final comportent des bénéfices humanitaires très limités. En 2017,
l'industrie du volontourisme pesait 173 milliards de dollars à travers le monde. Et surprise, l'argent n'est pas redistribué aux organismes locaux, mais bel et bien aux agences de voyage. Une stratégie qui utilise les pays défavorisés et tout un programme commercial. Un plan bien élaboré qui finalement apporte tout le bénéfice aux pays développés. Depuis quelque temps, certaines universités comme la prestigieuse London School of Economics ont décidé d'interdire le départ de leurs étudiants dans des projets de volontariat en orphelinat. De son côté, le gouvernement australien fait figure d'exemple en reconnaissant publiquement le tourisme dans les orphelinats comme une forme d'esclavage moderne, après l'enquête d'une commission parlementaire mettant en évidence le trafic d'enfants inhérent à ce processus. Autre défaut majeur, l'attachement des enfants pour les volontaires voués à repartir, d'autant plus que peu reviennent ensuite sur place. Il leur est même déconseillé de le faire afin de ne pas perturber les enfants. Les élèves doivent donc en permanence se réadapter à de nouveaux professeurs. Un véritable cercle vicieux, renforcé par le fait que les cours dispensés par les volontaires peu qualifiés se ressemblent dangereusement de semaine en semaine. Les ONG et les observateurs internationaux le rappellent, apprendre 4 fois l'alphabet en 4 semaines par 4 bénévoles différents n'aide en rien au développement intellectuel de ces enfants, bien au contraire. Au final, le volontourisme ressemble bien à un business gagnant-gagnant pour les Occidentaux. D'un côté, les tours opérateurs font de juteux profits. De l'autre, les volontaires rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Circulation réduite pour cause de canicule. Ce mercredi, la circulation différenciée a été mise en place à Paris et Lyon afin de limiter le risque de pollution. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler dans Paris, c'est-à-dire les voitures à essence immatriculées après 2006 et les voitures diesel immatriculées après 2011. Plus de la moitié du parc automobile parisien et francilien a donc été immobilisé. La circulation différenciée dans l'agglomération parisienne se fait à titre exceptionnel et de manière anticipée en prévention d'un pic de pollution. Sciences Po change de formule. Mardi, la prestigieuse école a annoncé la suppression de son concours d'admission. Fini les traditionnelles épreuves écrites, le fameux concours d'entrée de Sciences Po que passaient un peu moins de la moitié des candidats. Désormais, tous les candidats seront évalués selon 4 dimensions. Le contrôle continu au lycée sur 3 ans, la moyenne des épreuves écrites au baccalauréat, la motivation et surtout le profil du candidat. Un critère qui laisse songeur tant cette école défend ardemment la discrimination positive. Les candidats admissibles passeront ensuite un entretien oral qui sera réalisé à distance. En parallèle, Sciences Po s'engage à renforcer ses conventions avec les lycées relevant de l'éducation prioritaire. Grève estivale pour les pompiers. Ce mercredi, les pompiers ont entamé un mouvement de grève prévu pour durer tout l'été afin de dénoncer le manque de moyens et réclamer un recrutement massif. Les 7 syndicats, qui représentent plus de 85% des pompiers professionnels, ayant déposé une série de préavis de grève, dénoncent un déni de dialogue social et fustigent les projets néfastes du gouvernement. Cette grève n'aura aucune incidence sur la qualité et la garantie des secours. En effet, tenus d'assurer un service minimum, les grévistes se contenteront d'inscriptions sur les casernes, les véhicules et les t-shirts ou de brassards lors des interventions. Traversée mortelle vers les États-Unis, lundi, un migrant salvadorien et sa fille d'environ 2 ans se sont noyés en tentant de traverser le Rio Grande pour passer clandestinement aux États-Unis depuis le Mexique. Les photographies des cadavres flottant sur le ventre sur la rive mexicaine du fleuve ont fortement choqué et ont été relayées sans trop de scrupules par des médias hostiles aux politiques migratoires du président Donald Trump. À la manière de l'exhibition d'Elan Kurdi sur une plage méditerranéenne, les clichés font ainsi le tour du monde sur fond de manipulation de masse. Une rizière devenue une œuvre d'art dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Une image de dinosaure s'étend sur près d'1,3 hectare de rizière. Cette peinture géante fait référence aux récentes découvertes archéologiques datant du Jurassique. Un fossile de dinosaure de la période Jurassique, il y a environ 180 millions d'années, a été découvert en 2015. Le fossile de plus de 5 mètres de long a été identifié comme étant Luphangosaurus magnus. Cette renommée a permis de créer un spectacle visuel qui attire désormais de nombreux touristes.
5 rhinocéros réintégrés au Rwanda. 5 rhinocéros noirs, une espèce en grand danger, ont été réintroduits dans le parc national de l'Akagera au Rwanda après un long voyage depuis la République tchèque. Ces animaux avaient disparu du pays pendant une décennie. Les autorités rwandaises veulent en assurer la survie et développer des safaris pour faire venir des touristes. It is my utmost pleasure to bring 5 rhinos from Europe. It's a donation, there's no money involved. Those rhinos were individually donated by members of the European Association of Zoos and Aquaria. And yeah, it's the most endangered animal, so buying it doesn't make any sense. I think we should not put a number on the most endangered animal. Une bien belle bête. Dans un instant, notre Zoom du jour, Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés, nous présente son dernier ouvrage, le Livre noir des gaspillages 2019. On parle des délires d'artistes, celui bien connu d'un artiste italien qui a peinturluré, hein, c'est le terme qu'on peut employer, la cité médiévale de Carcassonne. Alors c'est une espèce de grande marque jaune, hein, ça dira peut-être quelque chose aux des cercles jaunes, ça peut dire quelque chose aux amateurs de Blake et Mortimer, quoi. C'est la marque jaune, mais en géant, quoi. Quelque chose de très moche. Et des choses à l'avenant, comme la communauté urbaine, la communauté d'agglomération de Bordeaux, pilotée par la Juppé, qui a dépensé 750 000 € pour faire monter une espèce d'ovni, de soucoupe volante sur les quais de Bordelais, etc. etc. Et on donne plein d'exemples comme ça, des choses un peu plus structurelles sur le fonctionnement de l'administration. Le but du jeu, c'est d'être très didactique et de faire comprendre aux Français qu'il y a un problème. Ce soir, retrouvez Perles de Culture, Anne Brassier vous emmène au cinéma et reçoit Éric Audouard pour son ouvrage « Comprendre l'Apocalypse ». Et tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Biot-de-Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. On va me dire qu'il est artificiel de faire intervenir le jeune russe du village Vladimir à propos de l'absence de Poutine sur les plages du débarquement, mais justement non. Il se trouve que notre jeune Vladimir, qui a une conscience véritablement continentale européenne, a trouvé que le président français se foutait du monde au sens propre, c'est-à-dire en l'occurrence d'une moitié du monde, la sienne. Car quand le président de la France s'exprime publiquement sur la libération de notre pays après la guerre, il dit carrément que les Alliés, dont la Russie faisait partie, hein, je vous le rappelle, mais lui il a l'air de l'avoir oublié, les Alliés étaient là pour paver, a-t-il dit pendant son discours, la voie de la mondialisation. Mais en vérité, c'est un mensonge, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient là pour essayer de vaincre un régime qui considérait l'homme comme de la chair à canon économique notamment, et qui supprimait les bouches inutiles. En fait, notre jeune Vladimir a carrément dit, en voyant le résumé de cette journée sur la télé au bar de Campagnol, non, mais je te demande un peu à quoi ça rime une mondialisation qui oublie la Russie, alors que sur la carte, la Russie, c'est la moitié du monde physiquement. Et Gustave, qui était là, lui a répondu, je sais avec quoi ça rime avec autant. Tout ce que tu vois là, toutes ces simagrées, l'autre couillon qui lit la moitié d'une lettre de lycéen, la reine, les présidents, tout ça, c'est le club des gens bien, des gens qui savent, des gens qui veulent qu'on sache, non pas ce qui s'est passé, mais qu'on sache ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de l'histoire, la leçon du débarquement. Eh bien, cette leçon, c'est la nôtre, à nous, occidentaux. Et c'est nous qui la donnons. Il n'existe pas de vérité en dehors de nous, tu le vois bien. Et pour en être sûr, nous n'invitons pas les gens qui ne sont pas nous, qui ne sont donc pas occidentaux. C'est comme quand tu veux faire attribuer le prix littéraire des auditeurs de France Inter à des écrivains qui t'arrangent. Tu dis aux auditeurs, tout le monde peut voter, mais en fait, tu réunis d'abord 4 critiques littéraires que tu as choisis pour qu'ils choisissent eux-mêmes 10 livres, et puis
Ensuite, les gens ne peuvent voter que pour l'un de ces 10 livres. Donc là, pour la Russie, c'est le même principe. Au terme d'un processus entièrement démocratique, la Russie n'a pas été sélectionnée. Du coup, elle ne montera pas sur le podium, elle n'est pas montée sur le podium, elle n'a pas de message à délivrer, elle ne représente personne sous les caméras, elle fait partie de la moitié du monde développé que les gens de France Inter, que les Macroniens, les Clintoniens, les journaux subventionnés par le pouvoir n'ont pas sélectionné pour être sur la photo de famille des alliés. Et là, Vladimir est revenu sur son thème favori, parce que dès qu'il est question du monde slave, il a une obsession. Tu vas voir que l'Europe, un jour, nous suppliera de la défendre, car les Américains n'ont aucune envie de le faire, et surtout aucun intérêt à le faire. Et là, Gustave a pris un air savoureux pour lui demander « Alors, et contre qui, s'il te plaît, la Russie viendrait-elle nous défendre ?» Alors là, vous pensez bien que Vladimir, avec son côté un peu bouillant, n'a pas hésité à nommer les vrais ennemis de l'Europe, hein, de son mode de vie, de sa civilisation, de ses mœurs. Et il a dit que les Américains étaient jaloux de tout ça, de notre continent depuis toujours, qu'ils nous volaient nos talents. Il a rappelé d'ailleurs que l'un des fondateurs de Google était russe. Et qu'il ne voyait pas, au fond, ces Américains d'un si mauvais œil, cette humiliation de l'Europe par des peuples accrochés au Moyen-Âge, qui voulait qu'on cache le sein des statues un peu trop dénudées, comme le font les évangélistes californiens, dont ils ont d'ailleurs à peu près le quotient intellectuel. Et alors, c'était qui les fameux ennemis de l'Europe, allez-vous me demander, vous ne pensez pas tout de même que je vais les nommer. Ceux qui n'ont pas compris de quels ennemis il s'agit, ceux qui croient qu'il s'agit des partisans du Frexit ou du Brexit n'ont pas suivi l'histoire de l'Europe depuis le début, et notamment depuis le Xe siècle. Abonnez-vous, merci. Et si vous voulez connaître la suite des pensées de Vladimir, jeune immigré russe au pays de Molière et de Macron, ça peut être intéressant. On ne sait jamais. Merci. Nombreux sont actuellement les intellectuels, les essayistes, les journalistes qui pointent avec beaucoup de justesse les très graves responsabilités de la France dans l'actuelle situation du Moyen-Orient, particulièrement dégradée comme nous le savons. Ils mettent en avant notamment le cas de la Syrie. Dans le cas syrien, la responsabilité de notre pays est écrasante et est partagée avec l'OTAN, avec laquelle la France est pieds et poings liés dans cette affaire. À l'origine du conflit, des activistes islamistes, que la presse occidentale s'est efforcée de présenter comme modérés, se sont opposés aux troupes régulières syriennes. Un camp du bien, financé en réalité par l'Arabie saoudite, le Qatar toujours à l'affût des causes les plus néfastes, mais aussi par les États-Unis et la France qui a joué là une bien triste partition. Au bout du chemin, un pays en ruine, le martyre des chrétiens d'Orient et un formidable encouragement donné à la politique pro-immigration voulue par l'Union européenne. Le conflit syrien a en effet conduit à un déversement en France et en Europe de ce qu'on appelle maintenant les migrants, véritables mafias traînant à sa suite le terrorisme et servant au passage les intérêts du terriblement dangereux Erdogan. Le scandale est bien difficile à dénoncer. Le conflit syrien a donné lieu et donne lieu encore à une gigantesque entreprise de manipulation morale, nourrie de mensonges, de brevets de bonne et de mauvaise conduite, rendant impossible toute expression d'une parole alternative ou dissidente. Le système français n'a eu de cesse de dénoncer la main du Kremlin et n'a jamais fait la moindre tentative de rechercher ou de dire la vérité.
Sarkozy a joué dans ce conflit un rôle de faux libérateur absolument catastrophique. Hollande et Macron ont conservé la même ligne. Leur lamentable stratégie peut se résumer ainsi: aide permanente à la rébellion djihadiste, déstabilisation permanente et sanglante de l'État syrien, suivi inconditionnel des positions des États-Unis, de l'Arabie saoudite et d'Israël, et conflit latent avec l'allié russe de la Syrie. Par tous les moyens, la France et ses alliés ont tenté de sacrifier la Syrie par un mélange d'idéologie et d'irrationalité au mépris du droit international. Ils ont tenté, mais en vain, de renverser Bachar el-Assad sans avoir de projet alternatif. Que de dégâts causés, que d'orgueil sous le masque du bon droit. Dieu merci pour la France, Bernard-Henri Lévy a justifié, justifie et justifiera jusqu'à son dernier jour cet épouvantable fiasco dont il est en partie responsable et coupable. La France a les responsables et les coupables qu'elle mérite. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.